Alexandre Solzhenitsyn. Extrait choisi par Grégoire Lopoukine, lu par Aurélien Recoin. 4e partie, l'archipel du Goulag. Le projet de l'archipel du Goulag a été pensé pendant les années qu'Alexandre Solzhenitsyn a passées dans les camps soviétiques, mais le matériau de l'œuvre lui vient de l'abondance des lettres et des témoignages qu'il a reçus après la publication, en 1962, de son premier récit sur l'univers concentrationnaire, Une journée d'Ivan Denisovitch. Tout est hors du commun dans cette œuvre, à commencer par ses conditions d'écriture et de publication, dignes d'un véritable roman d'espionnage. Solzhenitsyn travaille à son projet dans le plus grand secret. Il passe plusieurs hivers en Estonie, dans une maison isolée dans la forêt pour échapper à la surveillance de la police secrète. Il éparpille les différentes parties du livre pour éviter une saisie de l'œuvre dans son intégralité et constitue un réseau de personnes jouant le rôle d'agents des deux côtés du bloc et qu'il appellera les invisibles. Certains cacheront les archives et les manuscrits de l'écrivain, pendant que d'autres feront parvenir les microfilms à Paris, où se prépare en secret l'édition qui sera achevée en toute hâte, fin décembre 1973. Immense fresque de l'univers concentrationnaire soviétique, l'archipel du Goulag a pour vocation de tout dire, de tout faire voir, de rendre compte de tout. Solzhenitsyn multiplie les histoires, les points de vue et les approches. Le destin de l'écrivain, mais aussi des centaines d'autres vies brisées, viennent nourrir la peinture de l'enfer des goulags staliniens. Il n'y a pas à proprement parler d'archipel, mais les prisons sont éparpillées dans la Russie et finissent par former un ensemble d'îlots, communiquant entre eux indépendamment du reste du monde. La publication à Paris du premier volume de l'archipel du Goulag, au début de l'année 1974, fut une véritable explosion. Partout, même sans l'avoir lu, on critiquait ou on portait au nu Solzhenitsyn. Peu de temps après, il fut contraint à l'exil et déchu de sa nationalité soviétique. Réfugié en Europe de l'Ouest, puis aux États-Unis, il est finalement réhabilité par Gorbatchev et rentre à Moscou où il termine sa vie. Il y meurt en 2008, à l'âge de 89 ans. Extrait. À ceux à qui la vie a manqué pour raconter ces choses, et qu'ils me pardonnent de n'avoir pas tout vu, de n'avoir pas tout retenu, de n'avoir pas tout deviné. En l'an 1949, nous tombâmes, quelques amis et moi, sur une note remarquable publiée dans la revue de l'Académie des sciences, La Nature. Il y était dit en petits caractères qu'à l'occasion d'une campagne de fouilles dans le bassin de la Kolyma, on avait découvert une lentille de glace souterraine, témoin d'un courant ancien pris par le gel, et, dans ce courant, pris eux aussi par le gel, des représentants d'une faune fossile remontant à une dizaine de milliers d'années. Poissons ou tritons, ils s'étaient conservés dans un tel état de fraîcheur, d'après le témoignage du savant correspondant de la revue, que les participants, la glace une fois fondue, les avaient mangés sur le champ, avec plaisir. Nous avons compris tout de suite. Nous nous sommes représentés avec vivacité toute la scène, dans ses moindres détails. Les participants fendant la glace avec une précipitation exacerbée, foulant aux pieds les sublimes intérêts de la science, jouant des coudes. Les voilà qui se disputent les morceaux d'une chair millénaire. Ils les traînent jusqu'au feu, les dégèlent et se rassasient. Si nous avons si vite compris, c'est que nous étions nous-mêmes de ces participants, que nous étions membres de cette puissante tribu des Zèques. C'est ainsi que l'on nommait les détenus du Goulag, là seuls sur cette terre à être capables de manger du triton avec plaisir. Quant à la Kolyma, c'est l'île la plus importante, la plus célèbre, le pôle de férocité de cet étonnant pays du Goulag. Déchiqueté par la géographie, tel un archipel,
mais soudée par la psychologie, tel un continent, quasi invisible, quasi impalpable. Cet archipel, avec ses parcelles enclavées, a découpé et couvert de tachetures l'autre pays, celui qui le contient. Il s'est incrusté dans ses villes, il surplombe ses rues. Pourtant, certains n'ont absolument rien deviné. De très nombreux autres en ont entendu parler plus ou moins vaguement. Seuls ceux qui ont fait un séjour savent tout. Mais, comme si d'avoir vécu sur les îles de l'archipel les avait privés de l'usage de la parole, ils gardaient le silence. Les années, les dizaines d'années passent, effaçant sans retour cicatrices et plaies du passé. Certaines de ces îles ont craqué, se sont désagrégées, et à leur place clapote aujourd'hui la mer polaire de l'oubli. Un jour viendra, au siècle suivant, où notre archipel, l'air qu'on y respirait, les ossements de ses habitants congelés à l'intérieur d'une lentille de glace, feront l'effet d'un invraisemblable triton. Moi qui n'ai ressenti les 11 années que j'ai passées là-bas ni comme une infamie, ni non plus comme un horrible cauchemar, qui me suis presque épris de ce monde monstrueux, moi qui, de surcroît, aujourd'hui, par une heureuse fortune, suis devenu le dépositaire de maints récits, de maintes lettres ultérieures, peut-être réussirai-je à exhumer quelques arêtes et un peu de chair, d'une chair au reste encore vivante, d'un triton au reste encore en vie à ce jour. Comment fait-on pour gagner cet archipel mystérieux? Avion, train, bateau, à toute heure un moyen de transport est en marche qui y conduit, mais aucun d'eux ne porte de plaque de destination. Ceux qui se rendent dans l'archipel pour l'administrer passent par les écoles du MVD. Ceux qui se rendent dans l'archipel pour y être garde-chiourme sont recrutés par les commissariats militaires. Et ceux qui s'y rendent, comme vous et moi, pour y mourir, amis lecteurs, pour cela, il n'est qu'une voie obligatoire et unique, l'arrestation. Le monde recèle autant de centres qu'il compte d'êtres vivants. Chacun de nous est le centre du monde, et l'univers s'effondre lorsqu'on vous jette dans un sifflement, vous êtes arrêté. Si vraiment vous êtes, vous, arrêté, se peut-il que quelque chose ait tenu le coup dans ce tremblement de terre? Les plus subtils comme les plus simplets d'entre nous restent bouche bée, et de l'expérience de toute une vie ne trouvent rien d'autre à articuler que « moi » ? Mais pourquoi ? Question répétée des millions et des millions de fois avant nous et qui n'a jamais reçu de réponse. L'arrestation, en un instant, de façon stupéfiante, elle vous transporte, elle vous transplante, elle vous transmue d'un état à un autre état. Terminé, arrêté, vous êtes arrêté. Et rien, vous ne trouvez toujours rien d'autre à répondre que ce bêlement d'agneau. Moi? Mais pourquoi? Voici ce qu'est l'arrestation, une lueur aveuglante et un coup qui refoule sur le champ le présent dans le passé et font de l'impossible un présent à part entière. Un point, c'est tout. Dans votre désespoir scintille encore devant vos yeux tel un jouet la lumière d'une lune de cirque. C'est une erreur, on va tirer les choses au clair. On vous emmène. Lors d'une arrestation de jour, il y a forcément un court instant, un instant qui ne reviendra pas, pendant lequel, que ce soit furtivement, par une sorte de convention peureuse, ou bien ostensiblement, les pistolets dégainés, on vous emmène à travers une foule de personnes tout aussi innocentes que vous, tout aussi vouées à l'irrémédiable. Et on ne vous a pas fermé la bouche. Et il vous est alors possible, et il faudrait le faire, de crier. Mais vous, vos lèvres desséchées ne laissent pas s'échapper le moindre son, et la foule qui vous dépasse, innocente, vous prend, vous et vos bourreaux, pour des amis en goguette. Me voici encadré par les hommes du SMERSH. Ils répondent à l'appellation d'escorte spéciale. Dans la rotonde supérieure d'une station du métro de Moscou, inondée d'électricité, de bas en haut, à notre rencontre, sur 2 escaliers mécaniques parallèles, montent les moscovites entassés. On dirait qu'ils me regardent tous. Tel un ruban sans fin, ils montent de là-bas, des profondeurs de l'ignorance, en file, en longues files qui s'étirent sous la coupole étincelante, attendant de moi un mot, ne serait-ce qu'un mot de vérité. Pourquoi gardais-je le silence?
Chacun a une bonne douzaine d'excellentes raisons expliquant pourquoi il a raison de ne pas se sacrifier. Et moi? Eh bien moi, j'ai encore une autre raison de garder le silence. Ces moscovites qui remplissent les degrés des 2 escaliers, ils ne sont pas assez nombreux pour moi. Ils sont trop peu. Mon hurlement ne serait entendu que par 200, 2 fois 200 personnes. Mais comment faire pour 200 millions? En attendant, sans que j'aie ouvert la bouche, l'escalier, inexorablement, m'entraîne dans l'empire des morts. Je garderai encore le silence dans la rue Okoukni, Riyad. Je ne crierai pas devant l'hôtel Métropole. Je ne lèverai pas les bras vers le ciel en haut du Golgotha sur la place de la Loubianka. Mon arrestation fut sûrement du type le plus facile qui se puisse concevoir. Elle ne m'a pas arraché aux étreintes de mes proches, ni coupé de notre chère vie domestique. Par un de ces précaires févriers d'Europe, elle m'a extrait de cette pointe avancée, au bord de la Baltique, où l'on ne savait trop qui des Allemands ou de nous était encerclé par l'autre. Elle m'a seulement fait perdre le groupe d'artillerie où j'avais mes habitudes et privé du spectacle des 3 derniers mois de la guerre. Le commandant de brigade m'avait convoqué à son PC. Il me demanda, je ne sais plus pourquoi faire, mon pistolet. Je le lui remis, sans soupçonner la moindre perfidie. Soudain, de la suite d'officiers qui, tendus immobiles, se tenaient dans un coin, se détachèrent rapidement 2 agents du contre-espionnage, qui traversèrent en quelques bonds la pièce et, du même geste de leurs 4 mains, m'agrippèrent par les toiles de ma chapka, par mes épaulettes, par mon ceinturon et par ma sacoche, et s'écrièrent d'une voix dramatique: « Vous êtes arrêtés !» Brûlé, transpercé des pieds à la tête, je ne trouvais rien de plus intelligent à dire que « Moi ? Mais pourquoi ?» D'ordinaire, cette question reste sans réponse, mais là, chose étonnante, j'en eus une. La chose mérite mention, tant elle jure avec nos us et coutumes. Les agents du SMERSH avaient tout juste fini de me plumer. Ils se dépêchaient déjà de me pousser vers la porte quand soudain retentit un appel adressé à moi d'une voix ferme, oui, par-dessus l'abîme invisible qui me séparait de ceux qui restaient, l'abîme qu'avait découpé, retombant lourdement, le mot arrêté, franchissant cette barrière des pestiférés au travers de laquelle aucune parole n'eût dû avoir l'audace de s'infiltrer, passèrent des mots impensables, fabuleux, du commandant de brigade. « Solzhenitsyn, revenez. » En un brusque demi-tour, je m'arrachai aux bras des agents du SMERSH et fis un pas en arrière en direction du commandant. Je le connaissais peu, il n'avait jamais condescendu à avoir de simples conversations avec moi. Son visage avait toujours exprimé pour moi un ordre, un commandement, de la colère. Or, en ce moment, une lumière pensive l'éclairait. Honte d'avoir participé de force à une sale affaire, impulsion soudaine à s'élever au-dessus de la pitoyable subordination de toute son existence. « N'avez-vous pas, demanda-t-il en pesant chacun de ces mots, n'avez-vous pas un ami au premier front d'Ukraine ?»« Non, vous n'avez pas le droit !» s'écrièrent à l'adresse du colonel, le capitaine et le commandant du contre-espionnage. Mais ces quelques mots me suffirent. J'avais tout de suite compris que j'étais arrêté pour le contenu de ma correspondance avec mon camarade d'école. J'avais compris d'où pouvait venir le danger. Il aurait pu s'en tenir là, Zakhar Georgievitch Travkin. Eh bien non. Continuant à se purifier et à se redresser à ses propres yeux, il se leva de derrière son bureau. Au cours de mon existence d'antan, jamais je ne l'avais vu se lever pour m'accueillir. Me tendit la main au travers de la barrière à pestiférer. Du temps où j'étais libre, jamais il ne l'avait fait. Et, son visage toujours sévère, s'épanouissant de chaleur, prononça intrépidement, distinctement « Bonne chance, capitaine !» Non seulement j'avais déjà cessé d'être capitaine, mais j'étais un ennemi du peuple démasqué. Car chez nous, dès la minute où l'on arrête, celui qu'on arrête est totalement démasqué. Ainsi donc, il souhaitait bonne chance à qui? À un ennemi. Les vitres tremblaient. Les explosions allemandes torturaient la terre à quelques 200 mètres de là, rappelant que cela, cette scène, n'aurait pas pu se passer là-bas, plus à l'intérieur de nos terres, sous le globe d'une existence figée,
mais n'était possible que sous l'haleine de la mort toute proche et égale pour tous. Première cellule, premier amour. Comment comprendre une cellule et soudain de l'amour? Asseyez-vous, fermez les yeux, passez-les toutes en revue. Combien de cellules avez-vous fait durant votre peine? Vous avez même du mal à les compter. Mais entre toutes, vous mettez toujours à part votre première cellule, là où vous avez rencontré vos semblables, voués au même sort que vous. Et il n'est rien, si ce n'est peut-être votre premier amour, dont vous vous souviendrez toute votre vie durant, avec autant d'émotion. Et ces hommes qui partageaient avec vous le sol et l'air de ce cube de pierre, en ces jours où vous étiez en train de revoir votre vie de fond en comble, vous vous souviendrez d'eux, comme des membres de votre famille. D'ailleurs, en ces jours-là, eux, et eux seuls, étaient votre famille. Peu importe que les prisons aient existé avant vous pendant des millénaires et qu'elles existent encore tant d'années après vous, on aimerait se dire un peu moins, il est une cellule unique et incomparable, celle où vous avez vécu votre instruction. Peut-être était-elle atroce pour un être humain. Tôle infestée de poux et de punaises, sans fenêtre ni aération, sans chalis, avec un sol malpropre. Cependant, ce n'est bien sûr pas ce sol dégoûtant, ni ces murs sombres, ni l'odeur des tinettes que vous avez pris en affection, mais ces hommes avec qui vous vous retourniez au même commandement, quelque chose qui battait entre vos âmes, leurs paroles parfois étonnantes et les pensées fluides et si libres qui naquirent en vous, justement là, et auxquelles récemment encore vous n'auriez pu vous hisser, vous élever. Après votre arrestation, pendant une semaine ou un peu moins, vous avez été complètement isolé au milieu d'ennemis et déjà la raison commençait à vous abandonner, déjà vous renonciez à la vie, déjà vous vous laissiez tomber du radiateur de telle sorte que votre tête allait s'écraser contre le cône de fonte du tuyau d'écoulement. Mais soudain, voilà que vous êtes vivant, voilà qu'on vous conduit jusqu'à vos amis. La raison vous est revenue. C'est cela, la première cellule. Si, aux intellectuels de Tchekhov qui passaient leur temps à essayer de deviner ce qu'il adviendrait dans 20, 30 ou 40 ans, on avait répondu que 40 ans plus tard, dans la Sainte Russie, on torturerait les inculpés pendant l'instruction, on leur comprimerait le crâne à l'aide d'un cercle de fer, on les plongerait dans des baignoires d'acide, on les attacherait nus pour les livrer en pâture aux fourmis ou aux punaises, on leur enfoncerait dans l'anus une baguette de fusil chauffée à blanc sur un réchaud, opération dite du marquage secret. On leur écraserait lentement les organes génitaux sous la semelle des bottes et, en guise de traitement le plus bénin, on leur infligerait pendant une semaine d'affilée le supplice de l'insomnie et de la soif, tout en les battant jusqu'à ce que leur chair ne soit plus qu'une bouillie sanglante. Aucune des pièces de Tchekhov ne serait arrivée jusqu'à son dénouement, et tous leurs héros auraient pris le chemin de l'asile. Et pas seulement les héros de Tchekhov. Mais quel homme russe normal au début du siècle, et entre autres, quel membre du Parti social-démocrate aurait pu croire, aurait pu supporter pareille calomnie lancée contre notre avenir radieux? Ce qui collait encore à l'époque de Alexis Mikhailovitch, qui semblait déjà de la barbarie sous Pierre le Grand, qui pouvait être appliqué à 10 ou 20 personnes sous Biron et était devenu tout à fait impossible à partir de Catherine, cela même a été accompli au zénith de l'illustre XXe siècle, dans une société conçue selon les principes socialistes, quand déjà volaient des avions et qu'était apparu le cinéma parlant et la radio. Elle a été non pas par un criminel isolé en un endroit caché, mais par des dizaines de milliers de bêtes humaines spécialement entraînées et sur des millions de victimes sans défense. Mais ni ces tortures, ni même les procédés les plus doux ne sont nécessaires pour obtenir les dépositions de la plupart, pour saisir entre des crocs de fer ces lapros non préparés qui aspirent de toute leur force à retrouver la chaleur de leur foyer. Trop inégal est le rapport de force et des positions respectives.
Sous quel jour nouveau notre vie ne nous apparaît-elle pas depuis le cabinet d'un commissaire instructeur, d'un commissaire boucher? Nous la pensons si simple, et pourtant elle fourmille de dangers. C'est une véritable jungle africaine. Il semble presque fabuleux que quelque part au-delà des mers, l'inculpé puisse recourir à l'assistance d'un avocat. Cela signifie qu'à l'instant le plus difficile de la lutte, on a auprès de soi un esprit éclairé, possédant toutes les lois. Le principe de notre instruction consiste également à priver l'inculpé de la connaissance même des lois. On vous présente l'acte d'accusation. À ce propos, signez-le. Je ne suis pas d'accord. Signez. Mais je ne suis coupable de rien. Vous êtes accusé en vertu de l'article 59.10, alinéa 2 et de l'article 58.11 du Code pénal de la RSFSR. Signez. Mais que disent ces articles? Donnez-moi le code à lire. Il n'a pas été écrit pour vous, mais pour nous. Nous n'avons pas à vous le montrer. Et puis vous n'en avez pas besoin, je vais vous expliquer. Ces articles, c'est exactement tout ce dont vous êtes coupable. Et puis, d'ailleurs, ce que vous allez signer maintenant, ce n'est pas pour dire que vous êtes d'accord, mais que vous avez lu l'acte d'accusation, qu'il vous a été présenté. Depuis, 10 ans, puis 15 ans ont passé, une herbe dense a envahi la tombe de ma jeunesse. J'ai purgé ma condamnation et même ma peine d'exil à perpétuité. Et nulle part, ni dans les sections culturelles et éducatrices des camps, ni dans les bibliothèques, je n'ai vu de mes yeux, je n'ai tenu dans mes mains, je n'ai pu acheter, me procurer ou même demander un code pénal soviétique. Et parmi les centaines de prisonniers que j'ai connus, qui sont passés plus d'une fois par l'instruction et le tribunal, et qui ont purgé des peines de camp et d'exil, aucun non plus n'a jamais vu le code. Aucun ne l'a tenu entre ses mains. C'était Pages arrachées à Alexandre Solzhenitsyn, avec Aurélien Recoing et Marina Moncade. Quatrième partie, extrait choisi dans L'archipel du Goulag. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Benjamin Vignal, Maïwen Lejehan, Claire Chénaud, Jean-Mathieu Zande. L'archipel du Goulag est paru au Seuil, traduit par Jacqueline Lafont, José Joannet, René Marichal, Serge Oswald et Nikita Struve.